Et si elles n'étaient pas si riches, peut-être que la problématique de l'imposition des multinationales serait perçue d'une façon différente. Et en tout cas, la question serait beaucoup moins spectaculaire, parce que ce qu'on reproche en fait à ces entreprises, c'est non seulement, enfin ça c'est l'Européen qui parle, le Français peut-être, c'est non seulement d'avoir accumulé des profits gigantesques sans payer les contenus, et en se prétendant hébergeurs, c'est-à-dire que finalement ils ont des tuyaux et c'est tout, mais c'est aussi le fait que grâce au régime fiscal américain, ces entreprises avaient la capacité à stocker leurs profits dans des pays tampons, qui étaient évidemment des pays favorables en termes de fiscalité, et ceci en toute légalité. Donc quand je disais que les entreprises sont légalistes, il faut voir que ce qu'ont fait les entreprises américaines, c'est en toute légalité. Et donc dans cet environnement-là, je pense que si on oublie des éléments aussi importants que cela, on finira par avoir une vision très perturbée des questions de territorialité, parce qu'au-delà des questions de territorialité, il y a des problèmes de rémunération et de juste rémunération. Dans cet environnement-là, et là aussi je disais que j'étais assez content de ce que j'avais entendu, et je suis tout à fait d'accord avec cette idée selon laquelle le monde de l'économie numérique n'est pas un monde très différent du reste du monde. Si je prends l'exemple toujours de la musique, les activités de musique, ce sont des activités très immatérielles, où en fait on peut les décomposer en deux. Vous avez des activités d'édition musicale et des activités de musique enregistrée. La musique enregistrée, c'est quoi? C'est découvrir des nouveaux talents et accompagner les nouveaux talents dans leur carrière. Eh bien, avant l'économie numérique et après l'économie numérique, la musique enregistrée, ça reste un chanteur ou une chanteuse. Et le travail d'une société comme Universal Music, c'est de découvrir ce chanteur ou cette chanteuse et de l'amener finalement à développer sa carrière. Alors certes, on a la forme qui peut changer, mais le fond reste le même. Et le fond reste le même, et là je rejoins ma remarque sur les droits d'auteur, l'activité de la musique, elle est gouvernée avant tout par les règles du code de la propriété intellectuelle. Le code de la propriété intellectuelle, et ce code dans tous les pays, ces codes de propriété intellectuelle définissent la répartition de la rémunération des créateurs de valeur dans une chaîne de valeur. Vous avez à la fois le producteur, vous pouvez avoir l'éditeur, vous pouvez avoir l'interprète, le compositeur, et tout ça est régulé par des dispositions qui n'ont rien à voir avec la fiscalité. Donc je crois qu'il est très important de ne pas perdre ça de vue, parce que réduire les problématiques telles qu'elles ont été développées, et encore une fois, elles ont été développées en réaction à la crise, c'est-à-dire que finalement, lorsqu'on réagit face à une crise, est-ce qu'on est certain de trouver les bonnes solutions? Je ne sais pas. L'urgence, c'était de trouver des recettes, et on avait identifié une cible qui était facile d'atteindre. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas l'atteindre. Donc, je me rappelle avoir eu une discussion avec Pascal Simplement qui voulait absolument savoir ce que chez Vivendi on faisait qui pourrait être criminalisé, si je puis dire. Et j'étais très malheureux parce que d'abord, je n'avais rien à lui dire. Et je me disais surtout, mais j'ai dû rater des tas de trucs. Puisque finalement, on n'avait pas d'hybride chez Vivendi, on n'avait pas de problématique de déduction des intérêts, etc. etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je passe la liste des 15 actions, je dois dire que je suis toujours très gêné parce que je me sens très malheureux. Voilà. Sur un autre point sur lequel je voulais réagir aussi, c'est par rapport à ce chaos, puisque le terme a été utilisé, me semble-t-il. J'ai presque envie de dire, mettez-vous à la place du directeur fiscal d'une entreprise multinationale à un instant de raison, et dites-vous, mais finalement, je fais quoi? Parce que quand on voit effectivement la réforme fiscale américaine, qui, si j'ai bien compris, est en fait beaucoup plus complexe que ce que l'on pense, et qui surtout n'est pas une réforme qui a conduit à substituer à l'ancien régime fiscal un nouveau régime fiscal, puisqu'en fait les deux se coexistent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le directeur fiscal d'une entreprise qui a des activités aux États-Unis doit faire un double calcul. Un calcul avec l'ancien régime pour voir combien il doit payer d'impôts, et un calcul avec le nouveau régime pour voir combien il doit payer d'impôts. Et en fait, la règle est simple, vous devez payer au moins le montant minimum de l'impôt qui ressort des deux calculs. Voilà.
Donc vous ne pouvez jamais être en dessous. Et donc ça veut dire, en termes de complexité, quelque chose d'incroyable, quelque chose, comme le rappelait Jean-Pierre Libre, on n'a pas les régulations, c'est-à-dire on n'a aucun commentaire. Donc, et aujourd'hui, tout le monde se demande comment ça fonctionne exactement, avec tout un tas de discussions qui ont lieu derrière le rideau, parce que les banques et les assurances se posent tout un tas de questions sur la façon dont on doit netter certains flux. Et donc on est dans cet environnement très chaotique. Et donc pour ne pas prendre trop de temps, parce que je vois la montre qui avance, je voudrais juste dire que quand vous additionnez la complexité de BEPS, parce que BEPS introduit de la complexité, pas tant dans les mesures par elles-mêmes, puisque les mesures par elles-mêmes, on a tous envie de les signer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être contre, mais ça crée un désordre entre États. Et quand je parlais de sauvagerie tout à l'heure, on est dans un monde où les États, on le disait aussi, sont très sauvages, c'est-à-dire qu'ils sont très féroces, chacun essayant d'attirer la base imposable chez lui, mais surtout, et j'en reviens à la musique, quand on parle des droits d'auteur et quand on parle d'une activité comme la musique, il faut savoir que 75% de l'activité d'Universal Music se fait dans 5 pays. Et pourquoi elle se fait dans... Alors les 5 pays, vous les devinez facilement, puisque ce sont les États-Unis, l'Angleterre, le Royaume-Uni, Japon, Allemagne, France, parce que ce sont des pays où on respecte les droits d'auteur. Aller au-delà de ces pays, c'est s'avancer une partibus in fidelium, et donc on se retrouve dans des pays où on ne peut pas nécessairement avoir confiance à un régime juridique qui protégerait les droits d'auteur. Et si finalement on a ces 5 pays, moi je me dis que quand on développe BEPS, qui suppose d'avoir des régimes juridiques solides derrière, si on n'a que 5 pays qui respectent les droits d'auteur, il y en a un peu plus, hein, parce qu'il y a quand même tous les pays européens, d'une façon générale, mais il reste tous les autres, on peut se poser des questions sur qui respecte les principes d'imposition qui sont issus de l'OCDE, de BEPS. Donc aujourd'hui, on a un chaos incroyable qui est en train de se dessiner. Et donc, tout ceci va conduire, parce que lorsque je regardais le thème de cette table ronde, on disait crise ou révolution. Crise, certainement, révolution, je n'en sais rien. J'ai ce sentiment quand même qu'on est assez dépourvu dans un environnement où, encore une fois, dans la vie normale de l'entreprise, le changement, c'est la norme. Sans vouloir faire une obsession sur Vivendi, est-ce que c'est grave d'avoir BEPS ou la réforme de Trump, ou est-ce que c'est plus grave que d'avoir Netflix qui arrive chez vous, ou est-ce que c'est plus grave d'avoir un 4e opérateur que vous êtes resté faire et que... Donc on voit bien que ça fait partie du paysage, mais on est certainement dans cette crise. Encore une fois, la révolution, je ne sais pas, et d'une façon générale, cher Pascal, je ne saurais pas répondre aux questions qui ont été posées. Merci Bernard, qui était une très bonne émission de télé d'ailleurs, il y a bien longtemps. Karine, votre entreprise est dans plus de 100 pays. Quelle est ton expérience? Et puis avec l'expérience aussi précédente et ta connaissance des États-Unis via Coca-Cola, ton entreprise précédente, donc comment tu apprécies ces choses-là et qu'est-ce que tu penses de ce concept de territorialité qui a ouvert cette table ronde? Oui, parce qu'on pourrait se demander ce que je fais à cette table, puisque au-delà de mes compétences limitées, parce que Lafarge Holcim n'est pas vraiment perçue comme une entreprise non spatiale. Le ciment voyage très moyennement, et pourtant, dans mon entreprise aussi, je fais partie du club des « je fais quoi ?» parce que la notion de territorialité est complètement dépassée. Complètement dépassée parce que ce n'est pas une notion, ou ce n'est pas un enjeu au sein de l'entreprise pour les opérationnels. Ça fait très longtemps que les entreprises ne sont plus organisées en copier-coller par pays. Elles s'étaient organisées par région. Donc, par exemple, chez Lafarge Holcim, on a la région France-Belgique. Mais maintenant, elles s'organisent en cluster. Donc, depuis 2 mois, on a Haut-Rhin, Italie du Nord, Suisse, qui est un cluster, qui a un compte de résultats à part, avec un outil de reporting qui n'est plus du tout corrélé à la localisation géographique du business,
il devient très très difficile pour nous de se raccrocher au principe de territorialité. Et on va encore plus loin, je pense, dans l'avenir, même dans des industries comme la mienne, avec une organisation qui peut être par fonction mondiale. Par exemple, chez nous, on a une ligne de business qui s'appelle GeoCycle, qui travaille sur tout ce qui est alternative fuel. Donc en gros, plutôt que de brûler du charbon ou des sources d'énergie chères, on va acheter des déchets aux Unilever, Procter & Gamble, et puis c'est ça qu'on va brûler. Mais seulement, c'est une alternative verte au charbon et aux autres sources ordinaire d'énergie. Donc on ne va pas brûler n'importe comment parce qu'il faut limiter les aspects CO2, on ne va pas brûler n'importe quoi. Et ça, c'est une technologie qui est mondiale et c'est une approche qui est mondiale. Non seulement elle permet aux différents pays de réaliser des économies, donc je pourrais me dire c'est pas loin d'une chaîne de valeur d'une équipe de procurement. Donc je regarde les économies faites dans les différents pays, puis je partage ces économies éventuellement entre l'équipe de GeoCycle et les différents pays. Mais ça va plus loin dans la réflexion économique et opérationnelle. Si je veux vraiment coller au business, si je n'ai pas des rendements CO2 performants, il y a énormément de projets, infrastructures guidés par les États que je n'aurai pas, parce que je ne remplirai pas les conditions. Donc non seulement l'activité GeoCycle me permet de faire des économies, mais elle me permet d'accroître mes parts de marché. Et comment est-ce que j'alloue la valeur territoire par territoire à cette activité? Je ne sais pas encore vraiment. Et je ne sais pas encore vraiment parce que ce matin on parlait de fragmentation de la chaîne de valeur, en disant le problème de la territorialité, c'est la fragmentation de la chaîne de valeur. Et pour moi, c'est exactement l'inverse. Le problème de la territorialité, c'est la non-fragmentation de la chaîne de valeur. Je vais quand même prendre un petit exemple numérique pour être olé olé. Clic béton. C'est... non, mais on est comme ça. Clic béton. On n'hésite pas. Clic béton, c'est une plateforme. C'est une plateforme qui permet, parce qu'on est B2B et B2C, donc c'est une plateforme qui permet à vous tous de vous procurer du béton pour faire votre terrasse et des petits chantiers. Bon, il faut que ce béton soit hyper facile à opérer parce que vous n'êtes pas des professionnels du bâtiment. Donc j'ai un centre de R&D mondial à Lyon qui s'occupe de développer du béton facile. Une fois qu'on a mis ce béton facile sur la plateforme Clic Béton, qui a été développée par une équipe qui est en Suisse, la data est propriété d'une autre équipe qui est à Boston. Et cette data est analysée par l'équipe qui est à Boston. Elle donne les résultats de l'analyse à deux équipes. Une équipe qui va s'occuper de ce qu'on appelle Revenue Growth Management, c'est-à-dire du positionnement prix. Cette équipe-là, elle est au UK. Et une équipe qui va s'occuper de déterminer quelles sont les préférences consommateurs, donc une équipe prix, une équipe commerciale. Cette équipe commerciale, elle est aussi en Suisse. Et cette équipe commerciale et cette équipe prix vont nourrir le centre de R&D de Lyon pour que le centre de R&D de Lyon puisse améliorer ses produits à mettre sur la plateforme Clic Béton. Donc comment et où je brise ce cercle économique vertueux et comment je l'alloue? Même dans l'industrie lourde, j'ai des graves problèmes d'allocation de valeur. Donc, et ce sont sur des chaînes d'avenir. Parce que tout ce qui est numérisation de l'industrie lourde, c'est demain. C'est plus hier. Donc déjà, en tant que fiscaliste, j'ai du mal à allouer la valeur. Même si je vais voir les opérationnels et ceux qui sont au cœur de la création de valeur, eux-mêmes ont du mal à allouer cette valeur parce qu'ils ont une vision complètement décorrélée de la localisation des actifs corporels et incorporels. Pour eux, ça ne veut rien dire. En fait, chez un opérationnel, la valeur est là où il y a croissance. Donc si je demande à un opérationnel, tiens, où est-ce qu'est la plus forte valeur? Il va me dire en Inde parce que c'est là où il y a la plus forte croissance. C'est un peu ce que le premier projet BEPS sur les prix de transfert sur les incorporels avait retenu en disant
ah mais finalement, un incorporel, il est bien propriété d'une entité à un moment T, mais il est développé par tout le monde. Donc on est dans une sorte de co-indivision mondiale de cet incorporel. Le problème qu'on a eu très vite, c'est que cette vision dynamique et économique de la fiscalité s'est heurtée à deux principes, le principe de souveraineté et le principe de réalité politique, parce que le transfert de bénéfices taxables au profit des pays émergents et des pays en développement contre les vieilles économies européennes et américaines allait être très significatif. Donc on est revenu au principe de territorialité, propriété juridique, etc., localisation des risques, localisation des fonctions. Très bien. Ça marcherait si la territorialité n'était pas complètement mitée. Donc on l'a vu par l'établissement stable, les CFC 209B, les prix de transfert, les hybrides, donc the beat. En fait, le problème, c'est la territorialité, c'est je taxe ce qui est chez moi, mais je regarde quand même ce que fait mon voisin. Et quand je regarde quand même ce que fait mon voisin, moi j'avoue que pour une entreprise, le système mondial était quand même drôlement plus pratique pour éviter la double imposition. Parce que dans un système mondial, ce que j'ai taxé ailleurs me donne droit à un crédit d'impôt. Dans un système territorial mité, ce qui est taxé ailleurs ne me donne pas très souvent droit à un crédit d'impôt. Donc je m'attends à avoir les situations de double, voire de triple imposition, parce qu'en FinCap, par exemple, on a des situations de triple imposition. Je m'attends à avoir ces situations de double imposition croître. Alors, crise, ça me paraît assez évident. Révolution, moi j'avais un faible espoir que la révolution puisse venir de l'Europe avec l'Axis et qu'on montre la voie en Europe, parce que finalement avoir un système où je prends l'intégralité de mon profit consolidé, j'applique un impôt, jusque-là ça réglait les problèmes d'allocation de valeur. Le problème qu'on a eu, c'est que très vite le principe de souveraineté fiscale, qui a sous-tendu les problèmes BEPS d'avancée révolutionnaire, va aussi empêcher l'Europe de faire sa révolution, à mon avis, parce qu'aujourd'hui, la clé d'allocation, c'est le problème. Le problème, c'est pas tellement l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, c'est un bon impôt. Il est sur une base élargie, le taux est raisonnable, on va aller vers les 20-25% à mon avis, in fine, partout. Il est proportionnel à la rentabilité et aux bénéfices que l'entreprise dégage. Et puis il est sur la bonne ligne comptable, il n'affecte pas les coûts de revient de l'entreprise. Donc l'impôt sur les sociétés, il n'est pas si moche. C'est l'allocation du produit de l'impôt qui est moche. Donc si la clé d'allocation de l'Axis retenue par l'Europe, c'est les actifs corporels, les employés et les ventes, mon centre R&D de Lyon, il ne va pas récupérer beaucoup d'impôts. En revanche, mon usine d'extraction et de fabrication de ciment en Allemagne, avec ses 1000 personnes et les 500 millions d'investissements en actifs corporels, elle va récupérer la grosse part du gâteau. Ça, c'est pas grave, parce que la France a quand même des entreprises, de l'infrastructure et des emplois. Quand on va voir ce qui va rester à des pays comme les Pays-Bas, le Luxembourg, où il n'y a pas de marché, l'Irlande, demain, potentiellement, ces pays-là sont des Grèces, c'est-à-dire avec un E et un C. Donc ce sont des pays que les entreprises cesseront de financer, mais à ce moment-là, ce sera vous et moi qui les financerons. Donc il faut trouver une solution. La solution, elle peut être de deux sortes. On prend en compte les actifs incorporels, mais là, à mon avis, on ne résout rien, parce qu'on revient au vieux démon de valorisation d'actifs incorporels, localisation de l'actif incorporel, ou alors on fait quelque chose d'un peu plus drastique que Emmanuel Macron et Angela Merkel ont abordé, c'est-à-dire un budget européen, parce que pour moi, une fois qu'on a collecté un impôt européen,
ce n'est pas une allocation territoriale en fonction de l'empreinte de l'entreprise qu'on devrait utiliser, mais une allocation territoriale en fonction des besoins, donc la PAC fiscale, en fonction des besoins des différentes entreprises. Tant qu'on ne se sera pas décorrélé de la localisation des actifs, on n'arrivera pas à sortir du principe de territorialité que par des exceptions qui vont entraîner des doubles impositions et donc un cercle vicieux pour ce coût qui n'arrivera pas à être brisé. Merci, c'est limpide. Et donc, j'en retiens que la révolution à venir, c'est celle de l'Europe, avec pas mal de points d'interrogation. J'ai tendance à partager cet avis aussi. Et pour faire écho à ce que disait Jean-Pierre en disant que le système international était largement cassé à cause des États-Unis,